parler suite à cette visite du mine qui nous a motivés depuis 5 heures du matin. C'est vrai que pour certains, ce sont des heures habituelles, pour d'autres plutôt matinales. Je fais partie au groupe des autres, hein, donc sachez-le. On a été ravis parce que c'est toujours un plaisir de s'imbiber dans quelque chose qui nous nourrit et qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a l'habitude, c'est vrai, tous consommateurs que nous sommes, à la maison, au restaurant, dans la restauration d'entreprise, dans la street food, finalement de consommer des produits. Puis on ne pense pas forcément à l'alimentation, on ne pense pas à tous ceux qui travaillent entre la production et nos assiettes. Alors ce débat, quelle agriculture pour quel territoire, on l'anime dans le cadre des ouvertures de l'Agri de Maintour et des Journées nationales de l'agriculture. Nos invités autour de cette table pour évoquer ce débat, Madame Julie Laernos. Bonjour Julie. Vous êtes présidente du mine Nantes Métropole, vice-présidente de Nantes Métropole. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Catherine Kérard, présidente du GNI Grand Ouest, vice-présidente GNI France. Exactement. Bonjour Catherine. Bonjour. Monsieur Guillaume Lefort, président d'Agri Demain. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. À tes côtés, monsieur François Guyon. François, élu à la Chambre 44, en charge des dossiers alimentation. Bonjour François. Bonjour. Georges Allais, avec moi, président des filières de qualité. Bonjour Eric. Et Mathieu Cosson, producteur de houblon. On va parler forcément là aussi de quelque chose qu'on consomme tous les jours. C'est pas dans notre assiette, mais ça nous fait aussi plaisir. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric, bonjour à tous. Julie, je vais me tourner vers vous pour ouvrir ce débat. Quelle agriculture pour quel territoire? On l'évoquait ce matin tous ensemble. Nous avons déambulé. Une courte visite d'1 heure. On ne peut pas tout savoir tellement il y a de richesses ici au cœur de ce mine Nantes Métropole. 2 ans maintenant qu'il est, je dirais un peu plus de 2 ans d'ailleurs, qu'il est en fonction. Et j'allais dire, ça nous fait plaisir parce qu'on est vraiment sur une filière de compétences, d'hommes et de femmes, de produits et de qualité finalement et de services qui nous amènent finalement à ce que j'évoquais tout à l'heure, à notre alimentation de tous les jours. Et je voulais avec vous marquer cette singularité parce que vous présidez ce mine en termes de chiffres, comment dire, de records aussi, on le verra ensemble. Alors je vous laisse ouvrir finalement ce débat avec ce bel outil que nous possédons ici sur le Grand Ouest et nous sommes fiers de l'agriculture en passant par toutes les filières métiers et forcément la restauration et j'incarnerai toutes les consommatrices et les consommateurs qui se régalent chaque jour. Merci aux mines. Alors Julie, je vous laisse la parole pour ouvrir ce débat. Alors, tout d'abord, on est très fiers d'ouvrir l'Agri-Tour à Nantes sur le mine. C'est le 2e mine de France. Il y a un peu plus de 100 entreprises, il y a 40 producteurs locaux, il y a entre 600 et 1000 salariés en fonction de la saisonnalité. Et puis, c'est vrai que l'alimentation, particulièrement à travers la crise Covid, a repris aussi le devant de la scène, d'où vient notre alimentation, comment elle est produite, et puis la crise aussi de l'agriculture. Et on voit bien que notre territoire est un territoire agricole avec de nombreux produits de qualité. Et le mine est vraiment un outil opérationnel où on a investi, c'est-à-dire que il y a 2 ans, la collectivité a investi dans ce nouvel outil pour être à la hauteur des défis autour de l'alimentation, au service de la relocalisation de la production et d'une alimentation de qualité. Et donc, on est aujourd'hui devant un défi assez majeur de résilience alimentaire ou de sécurité alimentaire aussi, et puis vers une évolution aussi des pratiques agricoles ce qui se retrouve dans notre assiette puisque on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus exigeants aussi. Mais il y a un autre défi qui est celui de l'accès à l'alimentation à travers notamment notre plan alimentaire de territoire. Oui. On a pu voir aussi à travers la crise que l'accès à l'alimentation est très inégal et ça figure parmi les inégalités majeures dans notre pays. Notamment, les plus précaires disent ne pas consommer de produits frais au moins 1 fois par semaine. Et donc, on voit là qu'il y a aussi un enjeu majeur. Et puis, sur le mine, on a depuis toujours le secours populaire qui récupère aussi les denrées alimentaires périssables. Donc là aussi, il y a un enjeu de gaspillage alimentaire qui est assez majeur. Et puis, le mine se trouve dans un écosystème global, c'est-à-dire qu'on a ici le mine avec le carré des producteurs, avec les entreprises et les grossistes qui
travaillent et œuvrent sur le mine, vous en avez eu un aperçu, mais on se trouve aussi dans Nantes Agropolia, donc on voit aussi que l'agroalimentaire autour crée non seulement de l'emploi, mais aussi est en interaction directe avec celles et ceux qui produisent finalement notre alimentation. Un outil, vous l'évoquez, très dynamique. Il a fallu l'installer. Il y avait des objectifs également parce qu'au-delà finalement de cette fonction logistique, économique, sourcing, on va l'évoquer en quelques moments parce que vous évoquiez la solidarité. Il y a une démarche éthique qui est importante ici parce que le zéro déchet, c'est quand même un but. Il y a une déchetterie photovoltaïque. Nous sommes au-dessus de 2 piscines olympiques pour la gestion aussi des eaux. Ce bâtiment, même avec un peu de réverb ce matin en tout cas, nous réserve aussi d'autres compétences qui illustrent cette nécessité aller au-delà de l'alimentation et finalement s'évertuer ensemble d'être meilleurs et d'officier forcément pour la solidarité et pour une forme d'exemplarité. Le mine incarne bien cela aussi. Tout à fait, quand on a conçu ce bâtiment, maintenant aujourd'hui quand on conçoit les bâtiments, il faut les concevoir pour les décennies à venir. Et donc sur un site qui consomme de fait de l'énergie, puisqu'il y a la chaîne du froid notamment, mais aussi vous avez vu les heures matinales auxquelles les uns et les autres travaillent. Donc il y a besoin notamment, même si on a fait rentrer la lumière naturelle, besoin aussi d'éclairage. Et donc c'était une évidence de voir ce qu'on pouvait fournir avec des énergies renouvelables pour le fonctionnement du mine. Et ensuite sur les déchets, c'est vrai qu'on a fait un énorme saut par rapport à l'ancien site avec une vraie filière de valorisation des déchets de A à Z, et les objectifs qu'on avait fixés sur 4 ans, on les a atteints en 1 an. Donc il y a 100% des déchets qui sont valorisés d'une manière ou d'une autre. Alors justement, Guillaume, je me retourne vers toi. On parle d'agriculture. Tu l'as vu ce matin et tu connais de nombreux marchés d'intérêt nationaux. Celui de Nantes fait figure finalement du top 1 ou 2 en France. C'est important. On a pu visiter finalement la société Berjac. On a visité Minefruit. Nous sommes allés voir le carreau des producteurs. On a été au secours populaire. Tu as pu sentir finalement toute cette dynamique d'hommes et de femmes qui valorise l'agriculture. En Agri-Demain, vous êtes un ensemble d'ambassadeurs sur toute la France avec vos spécificités. Il y a des viticulteurs, des arboriculteurs, des maraîchers, des éleveurs. Je ne vais pas tout citer, tous les métiers de l'agriculture, tant il y en a. Mais on voit la pertinence aujourd'hui d'aligner l'agriculture en phase avec finalement les problèmes d'alimentation. Julie Lernoux également l'évoquait, pour que finalement il n'y ait pas une alimentation d'élite, mais une alimentation pour tout le monde. C'est ça qui est fondamental et toujours dans une exigence de qualité. Quel est ton regard justement sur cette agriculture qui se concentre et qui se fédère sur finalement des outils logistiques et commerciaux tels que le mine? L'objectif de l'agriculture, à un moment donné, c'est de pouvoir s'adapter à la demande du marché. On est les agriculteurs, les éleveurs, globalement, on reste quand même des chefs d'entreprise et donc sont vraiment attentifs aux attentes. Mais on se rend compte qu'il y a de multiples attentes aujourd'hui de la part des consommateurs. Et donc, c'est important que la diversité de notre agriculture puisse répondre à toutes ces attentes en occupant tous nos territoires. C'est aussi ça qui est important. On l'a essayé de l'illustrer avec cette belle fresque chez Agri-Demain. C'est que l'agriculture occupe les territoires, le lien avec la montagne, la plaine, le bord de mer, mais aussi le lien avec toute la vie du territoire, symbolisé par la mairie, parce que c'est le cœur de nos territoires, et toutes ces interactions. Et c'est ça qui est important, de pouvoir avoir une agriculture qui s'adapte à toutes les demandes. Donc, on va dire à la consommation avec les moyens les plus élevés, avec des signes de qualité les plus hauts, pour des exigences et des cahiers des charges très forts, mais également pour des gens qui ont peu de moyens. Moi, je suis agriculteur en région Île-de-France, donc avec des gens qui gagnent le SMIC, qui mettent une grosse partie de leur salaire dans leur logement, qui doivent se déplacer un petit peu, et la part consacrée à la consommation, ça reste même moins de 7% du budget. Et donc, on doit aussi nourrir avec une alimentation de qualité des gens qui ont peu de moyens, et on doit le faire aussi en lien avec la restauration collective. Aujourd'hui, on se rend compte que pour beaucoup de familles, la cantine le midi, c'est le seul vrai repas équilibré de la journée. Donc, c'est important aussi de pouvoir travailler avec les collectivités pour qu'il y ait une alimentation saine et de qualité dans nos cantines. Et puis forcément, toujours des problèmes de budget, donc avec des coûts un peu contraignants, mais de pouvoir avoir des
des collectivités qui montrent l'exemple sur des ambitions portées pour l'alimentation. C'est essentiel aussi pour l'agriculture d'avoir cette vitrine-là. Et puis, on a fait un petit tour donc aujourd'hui sur le marché. On a découvert beaucoup de produits, mais ça reste qu'une toute petite partie de la production française, avec dans toute sa grande diversité. Et on l'a vu, la production, elle est même plus à l'échelle régionale ou française. On a pu le voir avec des animaux ou des produits qui arrivent de toute la terre. Et c'est ça aussi la richesse, de pouvoir découvrir des saveurs, des goûts qui ne sont pas forcément produits chez nous, et de pouvoir faire partager des produits d'excellence qu'on en a chez nous et qu'on va faire partager à d'autres. Alors, on parle beaucoup maintenant aujourd'hui de traçabilité depuis longtemps, puisqu'il y a eu un ensemble de cahiers des charges. Les consommateurs ont exigé finalement d'en savoir un peu plus. Il y a une autre valeur qui s'est intégrée à la traçabilité que j'aime beaucoup, c'est la transparence. Parce qu'au-delà de savoir comment c'est fait, on veut savoir qui le fait. Et cette transparence, elle illustre aussi cette histoire française, ce langage que nous avons autour de l'assiette, parce qu'on aime bien parler de ce qu'on mange. Et souvent, lorsque nous sommes à table, on se préoccupe du repas suivant, comme quoi. François, je me retournais vers toi. François Guyon, tu es en charge, tu es élu de la Chambre 44 et en charge du dossier alimentation. On est ici avec le carreau des producteurs, 40 emplacements cruciaux, parce que finalement, ce sont des acteurs de nos territoires, fermiers, bien évidemment, qui s'illustrent sur ce champ économique. Tu as eu la belle expérience avec le Juste 44 pour le lait. On a tous entendu que le lait était faiblement acheté, 15 centimes, lorsqu'on travaille avec des majors. Aujourd'hui, il est à 45 centimes, c'est ça, lorsqu'on l'achète en Juste? Alors, la démarche Juste est une démarche d'ambassadeur. On parle beaucoup d'ambassadeurs dans beaucoup de choses, mais nous, c'était de créer une dynamique autour d'agriculteurs pour sortir. C'est souvent des personnes qui sont dans ce qu'on appelle des circuits longs, qui travaillent dans des laiteries et qui sortent pas de leur ferme, alors pas dans le côté péjoratif, mais qui n'ont pas l'occasion de pouvoir aller vendre leurs produits et sortir de l'anonymat. C'était une frustration des agriculteurs et une demande des consommateurs. Donc on a essayé de regrouper toutes ces demandes-là, un an de travail pour sortir la marque Juste de Loire-Atlantique, qui nous permet d'avoir un lait d'abord éthique, qui paye son producteur, 45 centimes, ce qui est important, quand on est sur une moyenne de 30-35 centimes en circuit long. Et puis, c'est pas de révolutionner la filière laitière, c'est de permettre à des agriculteurs d'aller communiquer sur leur métier. Il y a l'agriculture essuie quelques critiques. On n'est peut-être pas toujours des bons communicants, donc on essaye par un produit. Donc aujourd'hui, le lait, la farine pour le mois d'octobre, le steak haché au mois de juin. On essaye via un produit d'aller vers le consommateur et d'expliquer ce qu'on fait avec toute la transparence qu'on peut y mettre, avec un QR code qui permet au consommateur d'aller jusqu'au producteur, de savoir qui a mis le lait dans la bouteille et tout le circuit de commercialisation. C'est à la fois pour le producteur une reconnaissance de son produit, de son travail et de pouvoir le mettre en avant, et pour le consommateur de retrouver ce qu'il souhaite chercher, c'est-à-dire qui a fait, quand, comment, et puis bien sûr d'organiser des fermes ouvertes autour du produit qui permet une communication vraiment le plus large. Et je ne veux pas dire qu'on veut se réconcilier avec le consommateur, parce que pour moi on n'est pas fâché, mais c'est juste qu'on doit remettre des liens forts qui ramènent et qui sont demandés par le consommateur. On doit être au rendez-vous, on ne doit pas rater ce moment. Et vous l'avez dit, Julie, le Covid a fait que les gens ont eu le temps de regarder d'où venaient les produits, leur ont posé des questions. On a estimé qu'il y a un train qui passait, qu'on ne devait pas rater, et on est monté dedans. C'est important ce que tu dis, François, parce que le consommateur, finalement, il a ses exigences. Mais il y a aussi une logique de devoir, et c'est le devoir de payer le juste prix. Je vais m'approprier ce mot juste quelques moments, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas réclamer du goût, de la qualité, des performances. L'agriculture, au-delà de nous nourrir, elle nous nourrit aussi un peu l'esprit. Lorsque nous voyageons, on aime bien ces paysages. Il faut savoir que, je dirais, l'agriculture, en tout cas, en maintient bon nombre. C'est important que la juste rémunération soit aussi au cœur de la préoccupation des consommateurs. On ne peut que bien produire que si on est justement rémunéré. C'est ça, qu'on ait un juste retour de notre travail, c'est un point de départ. J'ai envie de dire, on a fait ce qu'on appelle la construction du prix en avant. On est parti du prix producteur, on a induit les coûts de collecte, les coûts de transport, les coûts de transformation, et on arrivait à un prix. Je tiens à souligner aussi que c'est les Super U et la filière U qui nous a beaucoup aidé dans la démarche.
On avait une grosse commande de 30 000 litres à faire pour pouvoir valider notre produit. Et ils ont joué le jeu. Parce que une chaîne, c'est le producteur, le transformateur et le commerçant. Et tout le monde doit gagner de l'argent. Tout le monde doit avoir un retour pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que ça a été des partenaires très forts qui nous ont aidés. Et j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ce premier point de départ du prix, on construira rien. Et si on veut des exploitations viables, vivables, pérennes, dans un territoire en harmonie, il faut vraiment une rémunération pour le producteur. Je pense que c'est ancré dans les têtes. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je fais juste un lien avec la loi Egalim. Il va être temps qu'on transforme l'essai et qu'on aille vraiment sur les coûts de production. On va le voir, ces préoccupations, elles sont sur tous les axes de la filière. Catherine Guérard, je vais me retourner vers toi. Vice-présidente nationale du GNI, présidente GNI Grand Ouest. François l'évoquait, le juste prix. La mercuriale, c'est un outil fondamental lorsqu'on est chef, parce que c'est avec ça qu'on aura une rentabilité à la fin. Mais votre préoccupation, c'est bien sûr que vos entreprises soient pérennes, tout comme les agriculteurs, mais il faut aussi donner du goût. Et puis, de plus en plus, et tu le défends, toi, Catherine, bien la transparence, elle nourrit les cartes des restaurateurs parce qu'on veut savoir ce qu'on mange. Et puis, pas forcément que je dirais le mot du chef, il y a un petit peu aussi l'empreinte de l'agriculteur qui transcende un petit peu le bord de nos assiettes aujourd'hui. C'est un vrai challenge parce que ce post-Covid a vraiment, en tout cas chez nos clients, eu la volonté de savoir d'où venaient nos produits, comment ils étaient transformés. Et on parle de traçabilité, ça c'est l'essentiel. Et en plus du prix, on revient à ce que vous veniez de dire tout de suite, c'est que le prix est évidemment fondamental, mais on a besoin aussi d'éduquer nos clients en leur faisant comprendre que avoir une filière de qualité, c'est pas un rabais. Nos clients seront d'accord de payer le juste prix quand ils auront la transparence. Donc, on parle toujours de la fourche à la fourchette. Et plus la fourche se rapproche, et je pense meilleure sera la fourchette. Et ça, nos clients, c'est une vraie demande chez eux. Et cette prise de conscience a été chez certains restaurateurs. Et je crois qu'elle est en train de se généraliser. Julie parlait tout de suite de cet écosystème et j'ai la volonté que nous soyons pleinement dans cet écosystème pour aussi éduquer notre client final. Parce que c'est lui qui goûte, c'est lui qui paye. Donc, il doit avoir cette vision exhaustive, complète de la filière. Et la filière, ça vient jusque dans l'assiette. Alors justement, toi en tant que restauratrice, mais également présidente finalement de ce collège de compétences, on a quelques chefs dans l'aéropage. Ici, au cœur du Mine, il y a une préoccupation, c'est la confiance. Parce que quand vous achetez, on l'a vu ce matin lorsqu'on a visité Berjac, entre autres, il faut préparer les commandes. Une partie se fait en présentiel. Je connais certains chefs qui viennent passer 2-3 jours pour faire leurs achats, puis le reste du temps, ils se font livrer. On a un peu modifié nos comportements commerciaux. Pour autant, on a renforcé l'indice de confiance parce que quand on commande à distance, on va être sûr de la qualité. Et cette qualité, on la trouve là aussi dans l'usage du Mine, sur ces acteurs, ces grossistes, un métier qui est mal connu même du grand public, mais ces grossistes qui savent faire chaque jour de bonne heure à vous livrer, à prendre des commandes la nuit même pour que le lendemain, vous puissiez officier avec le plaisir et le goût dans les assiettes. La place du grossiste, elle est essentielle puisqu'elle fait la transition entre l'agriculture et nous, nos chefs. C'est vrai que quand on commande, mes carottes, je ne sais pas si elles viennent du producteur local ou si elles viennent, en tout cas, d'Espagne ou d'ailleurs. Et ça, on a besoin de le savoir et d'être garanti là-dessus. Et je pense que ça va être essentiel. On en avait déjà parlé avec Georges. Je vais rebondir avec Georges. C'est pour ça que je le regarde. Et on avait même émis l'idée, d'ailleurs, de pourquoi pas faire, une fête, ou en tout cas un mini-salon, mais au sein de plusieurs restaurants ou sur une rue ou pourquoi pas à Nantes, enfin, pour rapprocher tout ce petit monde-là et montrer qu'on est vraiment en interconnexion aujourd'hui entre l'agriculteur et donc le restaurateur. On l'évoquait, Julie, je vais me retourner vers vous parce que tout à l'heure, je vais reciter Berjac, on a été chez eux. Joël Blanchard était notre ambassadeur, on était au rayon viande. Une belle salle de maturation, il évoquait l'AOP Maine-Anjou, nous parlait de volaille en parlant forcément des poulets de Chaland, des poulets d'Ancenis. Voilà, c'est ce langage qui est intéressant parce que le Mine
donne finalement, au-delà du fait de nous nourrir, aussi une pédagogie. On est des fois en reste parce qu'on méconnaît finalement ce qui est produit chez nous. Et quand on dit quelle agriculture pour quel territoire, on se retournera après vers Georges. Mais les labels ont aussi apporté ce support avec l'IGP, l'AOP. Et c'est vrai que c'est important de mutualiser ces compétences, d'aller chercher le sourcing. Et ces grossistes ici au cœur du Mine, ce sont, comment dire, Catherine l'évoquait, les ambassadeurs en premier lieu. Oui, puis en fait, parfois il y a une image qui peut être un peu négative ou associée à pas forcément de la qualité. Or, on le voit sur le Mine, c'est pour ça qu'on avait signé la charte aussi sur les labels de qualité et la Chambre régionale d'agriculture avec le Mine. C'est qu'en réalité, c'est vraiment un outil de relocalisation de la production, de la mise en avant de la production locale qui peut être vendue ici. On dit, Madame le disait, il y a une vraie demande aussi des restaurateurs de mettre cela en avant. Et c'est vrai que au niveau de la métropole de Nantes, sur la gastronomie, on peut mettre à peu près tout sur la table dans notre région, du sel au muscadet, aux huîtres, au blond maintenant aussi. Mais de fait, on a aussi, puisque l'alimentation est une question extrêmement sensible, ça façonne nos territoires, on l'a dit aussi, et on a effectivement créé de l'événementiel autour des tables de Nantes, du voyage à Nantes, etc., autour du marché des producteurs aussi, pour justement écrire cette histoire parce qu'elle est absolument essentielle. Ce qu'on mange, c'est vital. Et puis, je voulais juste rebondir aussi sur la question de la restauration scolaire, parce qu'effectivement, on l'a vu, on a eu beaucoup de demandes pendant la crise du Covid de familles qui ne pouvaient plus nourrir leurs enfants parce que justement, ils étaient nourris à la cantine, et c'est aussi ce vecteur-là qui est important à mettre en avant dans le rôle clé d'alimentation et l'éducation à l'alimentation aussi pour les enfants. Et c'est vrai que j'ai pu discuter aussi avec un certain nombre de restaurateurs qui voulaient aussi impliquer les enfants d'en manger des choses un peu différentes, parce que quand on demande à un enfant en général ce qu'il veut manger, il y a une réponse assez classique, et pour autant quand on leur fait goûter les différents produits, c'est là aussi on éveille les papilles, et l'éducation à l'alimentation et au goût est extrêmement important. Au-delà de l'importance fondamentale, on va saluer Richard Bosset, je ne sais pas s'il est toujours là, mais c'est vrai que les tables de Nantes ont œuvré. C'est important parce qu'on parle de collectif. Et Catherine ne me démentira pas, mais on a besoin, et François l'évoquait lorsqu'ils ont travaillé ensemble, le ensemble, on le voit aujourd'hui et plus qu'hier certainement, même dans une société de compétition, c'est l'émulation qui ressort. Et elle ressort gagnante parce que lorsqu'on est finalement à œuvrer pour un horizon commun, je dirais, on est dans une belle veine, et c'est ce qu'on défend. Vous parliez des cantines, on veut que nos enfants dans cantine mangent bien, on veut que nos anciens dans les EHPAD mangent bien, on veut aussi dans la restauration professionnelle mieux manger parce qu'on a encore du progrès à faire. La loi engage aussi finalement tous ces acteurs de marché public à intégrer le bio, à intégrer aussi les circuits courts dans les mercuriales que nous évoquions. C'est fondamental pour vous aussi de défendre ce circuit vertueux finalement d'une agriculture locale qui nourrit les gens locaux. Tout à fait, puis il y a un vrai besoin pour celles et ceux qui habitent plutôt en milieu urbain de se reconnecter, c'est-à-dire de mettre en avant, de remettre les mains dans la terre quelque part, ou de comprendre d'où vient son alimentation. Donc ça vaut pour les enfants, mais on a dans l'industrialisation quelque part de l'alimentation parfois perdu le lien entre ce qu'on mange, d'où c'est produit, et quel impact ça a aussi de manière générale. On est sur un territoire où il y a beaucoup de zones naturelles et de zones humides, et on voit bien notamment sur la question que vous évoquiez à travers Bergerac, mais de l'élevage pour l'entretien de ces zones humides. On est aussi dans un territoire de maraîchage, mais je pense que à quelques kilomètres d'ici, il y a par exemple l'exploitation des 9 journaux avec l'exploitation de Benoît Roland. Et donc, la protection des races locales, notamment de la vache nantaise, qui est non seulement belle, mais très bonne aussi, et qui maintient nos bocages aussi. Et c'est aussi la question de la reconstitution des cheptels de races locales pour ne pas perdre justement les différentes races qui existent
aussi, pour ne pas être dans l'uniformisation, et ben, c'est aussi de cette manière-là qu'on est en train de travailler pour reconnecter l'urbain, le rural, le maintien de nos paysages et voir l'importance finalement de ce qu'on a dans notre assiette et le choix qu'on fait quand on peut faire des choix, mais quand on déguste un plat sur la fourche à la fourchette. On voit que l'agriculture, elle est polyforme. C'est une grande mosaïque de compétences. On a des fois décrié de l'élevage intensif. Il est clair qu'on pourrait s'en passer si tant est que. On l'évoquait hier soir à table. Tu me disais, tiens, Eric, il y a combien de pourcentage de terres productives? J'étais surpris du chiffre. Je vais te laisser l'évoquer parce que c'est une singularité qui va marquer justement cette nécessité de manger tous ensemble. Julie l'évoquait, la vache nantaise, je l'adore moi également. Je salue Laurent d'ailleurs au passage. Mais c'est vrai que il y en a pas pour tout le monde. Les produits de race locale, j'ai fait le tour de France avec les cochons, donc j'ai vu tous ces cochons de race locale. Ils sont souvent d'exception, mais ils ne sont pas pour tous malheureusement parce que la quantité ne le permet pas. Alors, quel est le pourcentage de terres que nous avons cultivables en France? Alors, c'était pas en France, c'était sur Terre. C'était sur Terre. En fait, Sur Terre. l'idée, c'est un chiffre que j'ai appris et qui m'a énormément surpris. C'était de savoir quel était le pourcentage de la surface de la Terre qui pouvait être vraiment propice à la production. Donc, c'est-à-dire, on retire tous les océans, bien sûr, on retire les déserts, on retire les zones de glace, on retire les montagnes, on retire les villes, toutes les zones urbanisées, les zones marécageuses et tout ça. Et en fait, quand on a retiré tout ça, on se rend compte qu'il y a à peine 5% de la surface de la Terre qui est vraiment apte à produire sereinement pour alimenter voilà, l'ensemble de la population, quoi. Donc c'est important aussi de pouvoir préserver à un moment donné ces terres parce qu'on se rend compte que malheureusement, et ça s'est fait naturellement au fil du temps, c'est que les populations se sont toujours installées dans les zones plutôt favorables à la culture, proches de l'eau pour pouvoir installer les villes parce que justement, ils commençaient à cultiver, ils commençaient à élever dans des zones propices. Et naturellement, l'urbanisation a été dans quasiment les meilleures terres. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée agricole, mon professeur d'agronomie me disait les meilleures terres de France sont sous les pistes de Roissy, quoi. C'est là où on a urbanisé, là où on a mis des aéroports. Et donc, c'est ça qui est assez surprenant sur ce chiffre. Moi, je m'attendais pas à si peu, mais ça nous rappelle l'importance de préserver notre foncier agricole à un moment donné, quoi. Alors, de surcroît, quand on est français, on a un cocorico dans le cœur, bien évidemment, et dans l'estomac. On l'a depuis quelques siècles. Georges, je vais me retourner vers toi. Georges Allet, tu es président des filières de qualité. Je vais te donner mon micro juste après, comme ça, tiens, on va le faire passer. Les filières de qualité. Un jour où j'ai entendu l'acronyme SIQO, j'ai dit, oh là, le SIQO, un de plus. Alors, c'est les signes d'identification de qualité officielle. Si je dis des bêtises, tu me corriges, Georges. Alors, on les connaît parce que c'est les AOP. AOC, ce sont nos IGP, STG. Le bio, le label rouge. Alors, le label rouge, c'est vrai qu'en tant que consommateur, lorsqu'on va faire ses courses, c'est un label qu'on rencontre assez fréquemment. On le verra tout à l'heure avec Mathieu, lorsqu'on passe un peu au vert, les AOP, on les connaît, c'est quand même nos vins et nos fromages pour l'assiette. Mais d'autres labels sont plus difficiles. L'IGP, ça a du mal encore chez les consommatrices et consommateurs. En plus, les labels se ressemblent, ils ont joué sur les couleurs, donc c'est pas toujours facile. On voit qu'il y a un langage, parce que ce langage, il est donné au consommateur pour le rassurer, j'allais dire, mais derrière, il y a tout un ensemble de process, de cahiers des charges, d'engagement, de mutualisation, car c'est toute une agriculture qui s'est mise en route, en marche, pour se fédérer, pour que nous puissions manger avec un indice de qualité quand même élevé, parce que je rappelle que le label rouge, dans son cahier des charges, il y a une démarche organoleptique quand même, donc c'est important. Et finalement, il y a quand même une logique aussi de quantité qui est produite. C'est important aussi. En tant que président, Georges. Oui, alors merci Eric Georges. de m'avoir invité. Bon, je pense que tu as beaucoup parlé des SIQO et c'est vrai que tu as presque tout dit. Alors, mes propos, je vais plutôt les mettre d'abord en relation avec ce qui a été dit par les différentes personnes autour de la table. Déjà, l'endroit a démarré les journées de l'agriculture ici à Nantes. Nantes est une région où on a l'habitude du pragmatisme quand on débat. Pour moi, c'est très important parce qu'en fait, on sait s'écouter et on sait avancer quand on sait parler. Et c'est pas dans toutes les régions parce qu'il y a des régions où c'est l'affectif et les gens restent dans
dans leur petit coin et ils ne veulent pas construire ensemble. Ici, on est dans une région où on construit. Et je pense que c'est important de le dire parce que la richesse des propos qu'on a déjà entendus montre qu'on est dans cette démarche. Alors moi, c'est des valeurs que portent aussi les SICO, mais je pense que dans ce qui a été dit ce matin, il y a des choses qui sont importantes. Tout le monde parle du territoire. Le territoire, c'est notre territoire, qu'on soit d'une agriculture avec des signes officiels de qualité, que ce soit une agriculture plus habituelle, conventionnelle, qu'on appelle. Et puis, derrière ça, il a été question de lien. Le lien, en fait, entre tout le monde. Donc, ce besoin d'avoir un lien sociétal pour que justement, on apporte la connaissance de ce qui se passe dans l'agriculture, parce que ça a été dit par plusieurs personnes. Aujourd'hui, on est dans une inquiétude par méconnaissance. Inquiétude par méconnaissance parce que les gens, il y a plein de normes qui arrivent, diverses et variées, et derrière, ils se disent, mais qu'est-ce que je dois comprendre derrière ça? Donc, on a peut-être ensemble à construire une boîte à outils. Moi, j'évoquerai peut-être l'histoire. Avant le système métrique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chaque petite région de France avait ses outils de mesure. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tellement de créativité qu'on est en route vers ce modèle où tout le monde veut créer, recréer, etc. Peut-être qu'il faudra qu'on se mette d'accord sur ce qui est la base et ce qui fait les petites différences et ce qui fait la hiérarchie aussi des produits et des valeurs, aussi bien que ce soit au niveau local, aussi par rapport à notre territoire, l'origine des produits. On a plein de choses à faire derrière ça. Alors, nous, au niveau des signes officiels de qualité, que ce soit IGP, AOP, etc., comme l'a dit Eric, on est déjà dans cette démarche, puisqu'on a l'obligation d'apporter l'information et donc les partenaires qui travaillent avec les signes officiels de qualité ont accès à cette information. Et ça me paraît important. Mais demain, je pense que ça a été dit par rapport à l'éducation alimentaire, il faudra qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'on sache expliquer au sens large et clairement, et pas les uns contre les autres, ou avec moi c'est moi le plus beau, ce qu'il y a derrière chaque signe de qualité et qu'on n'a pas vraiment la connaissance. Et peut-être que Nantes Métropole peut nous aider dans ce domaine-là. Peut-être que les restaurateurs peuvent nous aider. C'est exactement aussi vrai pour les chambres d'agriculture. On a tous notre part dans ce domaine-là. Et donc, moi, je crois qu'on est en route vers une certaine transversalité aussi entre les signes de qualité, parce que tu ne l'as peut-être pas dit, Eric, mais l'exemple au niveau des vignerons, on voit les AOP, les AOC, et à côté, on voit agriculture biologique. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, se disent, pour l'accès au marché, pour que ça soit plus compréhensible pour le consommateur, ce que j'avais avant, c'est pas suffisant. Il faut que je rajoute. On commence à avoir les mêmes choses. Des gens qui sont méthodes de production agriculture biologique, mais ils disent, oui, mais ça serait bien que j'ai aussi la qualification label rouge, parce que ça parle au niveau qualité de produit. Donc, on a une certaine transversalité qui est en train de s'installer. Pour moi, il faut qu'on y regarde et on a une boîte à outils à construire à l'échelle d'un territoire et peut-être au-delà. Quelqu'un veut réagir sur les propos de Georges? Catherine, je te voyais me faire de l'œil. Effectivement, mais Georges, quand il parle, il dit toujours des choses tellement intelligentes. Ce qui est pour moi important pour l'avenir, et on l'a vu pendant cette crise, c'est la prise de conscience des consommateurs, qu'ils soient clients de nos restaurants ou clients des marchés. Mais là où on a, nous, une crise de vocation dans notre métier, eh bien, je considère que mettre en avant la filière, les produits, la qualité, la façon dont c'est produit et surtout l'interrelation que nous avons au quotidien permettra aussi de donner du sens à nos métiers qui sont des métiers de passion et peut-être aussi retrouver cette vocation que certains ont perdue parce que c'était aussi de la surconsommation en tout cas un problème d'approvisionnement. Et je considère que remettre l'approvisionnement au cœur de nos échanges et de la transformation de nos produits est essentiel et peut-être redonner du sens et la confiance de nos clients
et donc la visibilité que nous aurons à offrir à nos clients. Et surtout, dans le lien permanent de l'agriculture. Alors justement, Catherine, je vais me tourner vers Mathieu Cosson, que j'ai connu dans une autre vie et que je redécouvre ce matin en tant que producteur de houblon. C'est vrai qu'on avait l'exemple, je parlais d'agriculture avec toi Guillaume, on a eu un bel exemple dans l'Anjou, c'est le quinoa, parce que finalement ils produisent du quinoa. On a vu cette agriculture qui sait se réinventer, qui sait, je dirais, profiter au bon sens du terme des marchés, qui se réinvente. On a vu un grand déséquilibre il y a quelques années des brasseurs, il n'y en avait quasiment plus, des brasseurs en France. Aujourd'hui, la brasserie artisanale a redonné des lumières, du goût dans nos verres. Quelles belles assiettes peuvent être accompagnées. On a fait un suprême de poulet hier, on aurait pu le prendre avec une bonne bière. Cher Mathieu, toi tu es producteur de houblon, tu présides également une association de producteurs de houblon. On va dire que historiquement, dans le grand pays nantais, le houblon n'était pas une production, comment dire, connue. Alors, pas du tout. Hein. Vraiment pas du tout. C'était plutôt en Alsace, c'est toujours en Alsace, Ouais. et puis dans le Nord. Moi, j'étais le premier fou à m'installer dans l'Ouest, hors, on va dire, des coopératives alsaciennes et nordiques. Et du coup, il a fallu un peu creuser un paquet de choses, quoi. C'est vrai qu'on s'en est parlé tout à l'heure de gens qui sont installés depuis très longtemps dans l'agriculture. Quand on s'installe, on n'est pas fils ou fille d'agriculteur. Sur une nouvelle filière, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors on a une chance, nous, c'est que la demande est là. On a une évolution des microbrasseries qui est assez énorme. En Pays de la Loire, c'est quasiment 120 microbrasseries, quasiment la moitié en Loire-Atlantique. Donc, et toutes les nouvelles qui s'installent en bio. Moi, je suis producteur de houblon en bio. Donc pour nous, c'est super intéressant. Ça demande toujours de la production. D'autres collègues se sont installés sur la Bretagne, on a cherché aussi dans les Yvelines. Là, il y a Mayenne, Vendée. On a essayé de se regrouper en fait, parce qu'à plusieurs, c'est un peu plus facile de tester des choses, d'expérimenter des choses. Pour nous, la difficulté, c'est toujours, on va dire, le partage des risques, quoi, en fait. Parce qu'en fait, on a, comme tout agriculteur, on a forcément de l'investissement. Nous, on est sur une filière qui est pour l'instant quasi inexistante, qu'on essaie de faire vivre, déjà découvrir. Et puis, c'est comment on va essayer de partager les risques entre un brasseur qui va acheter notre produit et qui va dire, moi, je vais acheter un peu plus cher parce que je suis en bio, parce que je suis en circuit court. Et en même temps, nous, on a des gros investissements. Comment on essaye ensemble de ne pas faire juste un one-shot, j'achète une fois chez toi et puis après, j'achète une grosse coopérative aux États-Unis ou ailleurs. Comment on fait pour travailler ensemble, quoi. Et ça, pour nous, c'est aussi un gros travail. C'est aussi pour ça qu'on travaille maintenant. On a créé donc le premier GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental. C'est le premier sur le houblon en France. On travaille en partenariat avec la Chambre d'agriculture et le réseau bio en Pays de la Loire. Et on essaye comme ça, surtout de communiquer auprès des brasseurs, auprès des collectivités aussi. Là, on a travaillé beaucoup avec la région Pays de la Loire pour rentrer dans le cadre des aides agricoles, sur les aides de matériel, par exemple, qu'on n'avait pas encore, on n'était pas connus. Là, on a aussi pris du gel, par exemple. On vient de toquer à la porte pour dire, au fait, nous, on a aussi pris le gel, comment on fait ? Vous n'êtes pas connus, donc allez voir ailleurs, vous verrez bien. Donc en fait, c'est un gros travail, tous les jours, de se faire connaître. Et puis d'essayer de répondre à la fois à la demande, de présenter nos produits. Moi, je travaille on parlait de circuit court, on parlait de qualité. Moi, je travaille en circuit vraiment ultra court. Mon premier client, il est à 1 km de chez moi, de mes parcelles. J'essaye vraiment de produire meilleure qualité et d'envoyer ça chez des brasseurs qui vont consommer du bio. Il y a, je dirais, plus de 80% de mes clients qui sont venus à la houblonnière, qui sont venus me voir, qui ont vu la production, qui ont vu l'installation. Et je dirais, grosso modo, ils ont tous fait « Ah ouais, quand même, c'est ça !» Parce qu'on n'a pas idée de ce que c'est que de produire du houblon. Et moi, ce que je veux, c'est que quand il y a un brasseur qui va ouvrir son sachet de houblon, il puisse voir aussi derrière tout le circuit, toute la production, toute la difficulté, tous les investissements, etc. Donc c'est lui qui va raconter l'histoire. Moi, je suis comme un céréalier ou peut-être un producteur de lait qui va vendre son lait et puis le consommateur, il va boire le lait. Derrière, il faut qu'il pense à l'agriculteur qui a produit tout ça. Moi, quand je fais la production de houblon, c'est plutôt le brasseur qui va être devant. Le houblonnier, lui, il est loin derrière. Donc c'est aussi l'idée d'associer le brasseur et le producteur de matières premières.
On le voit, Guillaume, la communication dans le monde agricole, elle est fondamentale. Je me retournais vers toi dans un premier temps avec l'esprit de la grille de Maintour, de fédérer des ambassadeurs avec tous une possession de leur agriculture différente, compatible, hein, parce que finalement, il n'y a pas de guerre de chapelle chez Agri Demain. Non, mais il faut l'évoquer. On s'efforce tous d'avancer pour communiquer, pour transmettre finalement ce qu'évoquait Mathieu, c'est-à-dire une passion, un savoir-faire. Important d'être aujourd'hui un acteur qui fédère, qui communique. On l'évoquait tout à l'heure avec Julie sur cette compétence-là qui est portée au cœur du mine. Agri Demain, c'est ça, c'est fédérer pour mieux communiquer, diffuser en fait un sens commun de l'agriculture. Oui, c'est tout à fait ça. L'historique d'Agri Demain, donc c'est une association qui a été mise en place par une quinzaine d'organisations agricoles au niveau national, en disant il faut absolument reprendre notre communication en main, et puis il faut simplement écouter ce que nous disent les consommateurs. C'est à un moment donné, on veut que ce soit les paysans qui parlent de leur métier, qui expliquent comment ils travaillent. Parce que c'est vrai qu'on connaît pas, ça a beaucoup évolué, quoi. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en préambule. Sur une cinquantaine d'années, on a vu d'une part l'agriculture évoluer fortement. Certains diront la pire des évolutions, d'autres diront la meilleure. Enfin, peu importe, il y en a pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a eu une très grosse évolution. Et sur le même pas de temps, on a vu les villes grossir. Et puis ce lien à la terre que tout le monde avait il y a une cinquantaine d'années, où peu importe les gens qu'on interroge ici, ils vont tous dire j'avais un grand-père, un cousin qui était agriculteur. Mais en fait, on se rend compte que ce lien direct, il s'est perdu. Les pratiques ont évolué. Et du coup, c'est essentiel pour nous, agriculteurs. Et tu le disais tout à l'heure, on n'a pas toujours été très bon dans la communication. Donc, faut assumer ses erreurs et essayer de prendre un virage et d'avancer un peu mieux. Et donc, c'est ça l'ambition d'Agri Demain, c'est de donner la parole et d'être un outil à la disposition de notre réseau d'ambassadeurs, mais plus largement à disposition du monde agricole pour aller expliquer leurs problématiques, mais surtout aller expliquer leurs pratiques, comment ils cultivent aujourd'hui. Moi, à chaque fois, j'aime bien raconter ça. Moi, je suis un producteur conventionnel. Alors, moi, je suis complémentaire avec toi. Moi, je fais l'orge de brasserie. Donc, voilà, je suis dans le Gâtinais. C'est le territoire de l'orge de brasserie à l'origine. Et une fois, je protégeais mes orges avec mon pulvérisateur et tout allait bien. Et puis, peu de jours après, on avait une fête dans le village. Et un de mes voisins me dit, je t'ai vu l'autre jour. T'as été mettre des trucs interdits dans tes champs. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas bien? Elle me dit, oui, tu y as été la nuit. Ah, je dis, bon, bah, attends, je vais te réexpliquer. Donc, je lui ai expliqué pourquoi j'intervenais la nuit, que j'avais été formé différemment. Voilà, j'avais un matériel qui me permettait de pouvoir travailler la nuit. Et du coup, ça me permettait de mettre moins de protection, mieux de protection, mieux utilisé. Et du coup, il a compris. Mais je lui jette pas la pierre parce que c'est vrai qu'à un moment donné, 80% de mes voisins travaillent la journée. Moi, j'y allais la nuit. C'était les débuts. On avait les appareils avec GPS, avec meilleurs phares et tout ça. Donc, on essayait de pratiquer mieux. Et donc, lui, le raccourci, c'est s'il y va la nuit, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Donc, c'est louche. Donc, il doit pas être clair. Donc, mais une fois qu'on l'a expliqué, bah, il avait aucun grief. Pour lui, il avait fait son raccourci tout simplement, quoi. Et c'est un exemple, mais il y en aurait bien d'autres. On parle du bien-être animal et tout ça. À un moment donné, c'est important de pouvoir vraiment aller réexpliquer comment l'agriculture travaille. Tous les moyens qu'elle a à disposition. On est un métier qui est super connecté. Des fois, on pense, parce qu'on est au fin fond des campagnes, qu'on est un peu has-been. Mais non, on travaille avec des satellites, on travaille avec des capteurs dans les stabulations, dans les élevages, dans le sol, pour connaître nos réserves en eau. Enfin, voilà, on est un métier super connecté et c'est important de pouvoir l'expliquer pour pouvoir attirer vers ce métier. Enfin, tu l'as évoqué, des fois, c'est pas facile quand on arrive dans une nouvelle corporation, mais on est dans un métier qui va avoir un vrai souci de renouvellement des générations et il faut qu'on arrive à attirer, c'est important. Alors justement, Georges, je rebondis sur ce qu'évoquait Guillaume. Tu m'avais soumis un jour dans mon oreille, tu dis tiens, il faudrait qu'on parle des arbres remarquables parce que voilà une singularité qui fédère tout le monde. Combien d'exploitations sont aujourd'hui réunies avec les filières de qualité? Parce qu'il y a eu toute ta démarche avec oui à la qualité.info à laquelle on a participé pour là aussi communiquer vers l'autre. Et on voit que sur une large diversité d'exploitations, un peu plus de 10 000 sur les Pays de la Loire fédérés, avec un arbre remarquable qui était ton idée, c'est pour ça que j'aime bien cette singularité, eh bien, vous êtes parti sur une chaîne numérique là aussi pour communiquer, pour avancer, pour transmettre, pour essayer justement auprès d'un plus large public
de vendre, au bon sens du terme, j'entends, l'âme de cette agriculture. Parce qu'il faut laisser la parole aux agriculteurs, c'est pas Guillaume qui va me contredire, quitte à défendre l'agriculture, autant que ce soit les agriculteurs et les agricultrices qui le fassent. Oui, alors c'est une grande question, dans le sens où c'est vrai que les agriculteurs ont la responsabilité du territoire agricole, donc d'une grande partie du territoire. Et aujourd'hui, globalement, la population s'intéresse à ce que les agriculteurs font sur ce territoire et veulent avoir un droit de regard. Donc, pour moi, je partage ce que tu dis, Eric, on a un champ libre où on doit pouvoir, par rapport à des sites paysagers, par rapport à des paysages ou des arbres, l'exemple de l'arbre remarquable, je me souviens, nous avons un outil de communication intéressant. Ça peut être aussi l'exemple de la vache nantaise pour notre territoire. Même si il y a très peu d'animaux, mais je pense qu'on a besoin d'apporter la connaissance et d'apporter la connaissance du savoir-faire qu'ont les agriculteurs et de leur travail en dehors de l'acte de production. Parce qu'ils sont quelque part en responsabilité, il y a l'entretien des haies, il y a un certain nombre de choses. Moi, je pense que si on posait la question à un citadin, dans une exploitation agricole, en moyenne, il y a combien de kilomètres de haies? Parce que ça s'exprime en kilomètres. Je ne suis pas sûr qu'on ait des bonnes réponses. Parce qu'il y a énormément de kilomètres, et même les agriculteurs sont parfois surpris. Quand on a un champ de, allez, on va dire 5 hectares, vous y mettez 200 mètres par 250, c'est facile à calculer, mais s'il y a une haie tout le tour, vous arrivez à 900 mètres pour un champ. Et donc, je pense que ces valeurs-là ont été oubliées. On a besoin peut-être de les remettre en avant. Et puis après, derrière ça, c'est la biodiversité, c'est aussi la faune et la flore qui sont présentes. Donc, on a cette responsabilité-là. Ça fait partie aussi peut-être d'une notoriété à retrouver pour notre image d'agriculteur au sens large. Et là, ça concerne bien sûr les gens qui sont engagés dans les signes de qualité, mais ça concerne l'ensemble de l'agriculture, parce que la notoriété de notre agriculture, c'est la notoriété de notre territoire, de notre région. Et après, on peut aller au-delà de ça. Ça veut dire qu'aussi, lorsque les gens sont fiers de leur production, comprennent leur agriculture, eh ben, ils peuvent devenir tout simplement des ambassadeurs parce qu'ils sont contents d'en parler. Ils sont fiers d'en parler. Donc, c'est un domaine sur lequel on ne travaille pas assez. C'est mon avis. Alors justement, Julie, je me retourne vers vous. Des arbres remarquables de Georges au bruit remarquable ici du Mine, parce qu'on évolue, pas facile ce matin. Mais ils sont importants, ces bruits, parce qu'ils symbolisent, je dirais, ce qu'on évoquait, cette vocation intrinsèque aux mines de porter toutes ces valeurs qu'on évoque de Mathieu, Georges, François et Guillaume pour la production, Catherine, bien sûr, pour la restitution dans nos assiettes de cette agriculture. Moi, je parle de vocation et de notoriété. Il y a une vraie responsabilité, là, ici, au cœur du Mine, finalement, dans l'engagement des grossistes qui y sont fédérés, justement, de porter toutes ces valeurs que nous évoquons depuis quasiment 48 minutes. Tout à fait. On voit bien tous les métiers qui sont liés à l'alimentation, mais surtout, je pense que ça a été évoqué à juste titre, comment l'alimentation qui se retrouve là façonne nos territoires et l'évolution aussi, et l'évolution qui est demandée. On voit que sur les changements de comportement, c'est l'alimentation qui est le premier vecteur de changement de comportement et qui demande une agriculture aussi plus respectueuse de l'environnement. Et donc c'est cette évolution-là qui doit aussi être accompagnée. Au sein du Mine, on l'a vu, les premières cases qui sont parties, c'était ceux au bio. On voit bien là aussi où il y a une évolution qui correspond à la demande et qu'il faut aussi retrouver sur nos territoires. Mais il y a un enjeu qui est assez majeur et le Mine en est aussi un poumon, c'est la question de ne pas perdre les terres agricoles. Je pense que sur l'artificialisation, ça a été dit que les meilleures terres étaient sous l'aéroport de Roissy. Ici, on a empêché que ça se produise sur un projet d'aéroport. On a gardé cette vocation et ces terres agricoles puisqu'on voit bien que
on va manquer de terres. La disparition des terres agricoles est assez préoccupante, mais aussi le départ à la retraite dans les années à venir des exploitants agricoles. Donc on a effectivement à communiquer et à valoriser ensemble et à créer, il y a des créations, là je parlais sur un label Natura 2000 pour mettre en avant le rôle de l'agriculture aussi dans le maintien des milieux naturels, mais aussi de la contractualisation. Par exemple, Nantes Métropole contractualise avec le Pays de Ré. On a un chantier qui est autour de l'alimentation, justement, parce que c'est vrai que les villes, elles ont toujours été construites à proximité de terres fertiles pour justement nourrir la ville. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on doit retrouver ce système-là, puisque l'abus d'industrialisation ou le lien qui a été rompu entre la production et finalement la consommation, c'est ça qu'il faut restituer. Et le mine est un outil absolument essentiel là-dedans, dans l'évolution des métiers, dans l'évolution des pratiques, dans la demande des qualités, dans la mise en avant des produits, mais aussi dans la contractualisation avec notamment, je parlais donc de la contractualisation avec le Pays de Ré, pour là aussi créer un label local de circuit court justement, et que le mine devienne un vrai outil de relocalisation de la production et du coup aussi de maintien de terres agricoles et d'exploitation autour de nos territoires, parce qu'on voit bien il y a un enjeu d'alimentation, de sécurité alimentaire, parce que le système mondialisé de l'alimentation fait aussi qu'on se rend bien compte que si la crise du Covid avait été plus sévère, on aurait manqué d'alimentation, tout simplement. Et donc, on voit bien une nécessité dans l'évolution de nos pratiques, non seulement de mettre en avant le travail des agriculteurs, de faire muter progressivement aussi vers un système d'agriculture plus respectueux qui est demandé, et donc faire le lien avec le maintien de nos milieux. Mais tout ça fait système, c'est-à-dire la terre qui nous nourrit, et ben, il faut aussi respecter la terre qui nous nourrit. Il faut pour cela maintenir, je pense que la question de l'artificialisation des sols est absolument essentielle. Et donc, on voit bien, c'est une typicité de notre territoire. Vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'on a toujours travaillé en équipe dans la manière de fonctionner sur le territoire. On dit souvent c'est le jeu à la nantaise, mais il est assez essentiel. C'est-à-dire que pour avancer sur des sujets aussi fondamentaux et vitaux que l'alimentation et l'agriculture, eh ben, il faut le faire tous ensemble et réellement en équipe avec tous les maillons de la chaîne. Alors justement, tous les maillons de la chaîne, cette restauration équitable, Catherine, on parlait de la sauvegarde des sols. Il fallait aussi sauvegarder nos restaurateurs. Nantes a été une ville, je l'aime beaucoup parce qu'on officie longtemps dans nos villes. On a piétonnisé, on a mis des terrasses. Enfin, la municipalité, il faut le dire, en tout cas, a joué corps et à cri avec l'ensemble des professionnels pour maintenir une vie dans Nantes. On s'est réveillés tous ensemble. Je sais qu'ici, c'est l'effervescence aux mines. Hein. Ça vend, ça, je veux dire, ça commercialise parce que les restaurants se sont réveillés, tout le monde s'est réveillé et ça fait plaisir. Et on voit bien que d'un seul coup, nos instruments, notre agriculture, un mine, nos restaurateurs, quelle que soit la diversité de la restauration, on l'évoquait tout à l'heure, eh bien, on a repris un sens commun. Encore une fois, ce commun ou ce ensemble, on voit bien qu'on est tous liés, hein, de l'agriculteur en passant par le grossiste et bien sûr par la restauration. Fondamental, hein, cette unification et ce réveil. Effectivement, l'année dernière, en plein début de cette crise du Covid, on s'est tous réunis avec Nantes Métropole pour voir les modalités de pouvoir redémarrer dans les meilleures conditions. Là, c'était purement économique dans un premier temps. Et effectivement, on a, dans un deuxième temps, réfléchi à aller plus loin ensuite. Et on le voit bien d'ailleurs, cette année, ça marche très bien sur ce territoire-là parce que on a vraiment discuté à tous les maillons de la chaîne, donc du politique, effectivement, avec le mine. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand on est venu cet hiver, pendant que nos restaurants étaient fermés, c'était tristounet, le mine, il faut le reconnaître. À chaque fois qu'on a discuté, on était content d'être là, mais on se sentait un peu seul. Et là, on voit la vie ce matin, ça reprend son cours. Et le fait que aussi le politique nous ait beaucoup aidé, notamment dans l'extension des terrasses, mais pas que. Enfin, voilà, on est en pleine discussion sur tout un tas de sujets, y compris sur la fête de la musique la semaine prochaine d'ailleurs. Eh bien, ça fait partie aussi de cet environnement global dont nous avons besoin tous de travailler en interconnexion les uns les autres et pour être le meilleur possible et prendre en compte toutes les difficultés des uns des autres.
et donc pour pouvoir faire fonctionner le système et améliorer pour demain, ne pas répéter les erreurs du passé pour être meilleur demain. Et ça, je parlais de donner du sens, et ça aussi, c'est donner du sens. Alors, donner du sens, je vais rebondir vers toi, François, parce que ce juste qu'on évoquait tout à l'heure, c'est les jeunes agriculteurs. Parce que Julie l'évoquait, il faut aussi transmettre, hein, parce qu'au bout d'un moment, l'agriculture, elle ne se fait pas toute seule, hein, même si aujourd'hui, la mécanisation a aidé, hein, c'est clair. Les jeunes agriculteurs, quand vous êtes lancés avec le juste 44, juste 85, parce que la Vendée avait été un petit peu pionnière par rapport à cela. Mais c'est important aussi de se soutenir des jeunes qui se mettent, on l'évoquait avec Mathieu, en agriculture, parce que c'est des métiers, et on l'a vu cette année avec le climat, aléatoire dans certains cas, où en un jour on perd le travail d'une année. Hein, puisque je pense que les moissons, en tout cas pour notre muscadet, elle est en partie faite pour une bonne partie d'entre eux. Justement, sur cette vocation du lait au bon prix, du lait au bon goût, ça soutient aussi des jeunes qui se déploient sur ces métiers de l'agriculture. On a un travail énorme à faire sur le renouvellement des générations. On le sait, on le voit, tout le monde l'entend. Alors, je suis comme toi, Mathieu, je suis non issu du milieu agricole. Je me suis intégré dans ce milieu il y a 15 ans maintenant. J'étais, à la limite, on me regardait un peu bizarrement, entre guillemets, même si j'ai été toujours bien accueilli. Maintenant, c'est 45% des installés qui sont en Loire-Atlantique, qui sont non issus du milieu agricole. Donc, il y a un vrai vivier à aller chercher dans nos villes, dans nos campagnes. Rappeler ce qu'est l'agriculture, tu l'as dit, toute la technologie qu'on a, soit dans nos tracteurs, soit dans nos exploitations, qui peut faire rêver. Je donne souvent un exemple, j'ai jamais voulu aller dans l'armée, mais quand je voyais la pub de l'armée, avec toute la technologie embarquée, ça donnait envie. Donc on doit aussi savoir vendre notre métier et donner envie d'y aller. On doit, comme tu le dis, donner des assurances sur le prix, parce que quand on est entrepreneur, on doit avoir une visibilité. Mais on doit surtout dépoussiérer ce métier dans notre communication. C'est ce qu'on fait, et puis entre autres aussi avec Nantes Métropole, hein, où on a une convention, on met en place des apéros dating. Donc apéro dating, c'est retrouver des cédants et des jeunes futurs installés qui se retrouvent, discutent autour d'un projet, préparer nos cédants aussi, ceux qui partent, dire à quelqu'un, vous faites de la vache laitière, mais demain votre exploitation peut passer pour une partie en maraîchage, une partie en viande bovine par exemple. Donc c'est aussi préparer nos cédants. Et puis quand je dis dépoussiérer le métier, c'est aussi aller jusqu'à Pôle emploi, où à Pôle emploi, quand on cherche un boulot, à un moment, et quand j'ai démarré moi à la Chambre d'agriculture, que j'étais au service formation, emploi, on voyait Pôle emploi, t'as toutes les propositions, et à la fin, quand tu ne trouves pas de boulot, on dit « Ah bah, tiens, il y a l'agriculture, le maraîchage ». Or qu'il peut y avoir des vraies missions en maraîchage, en viticulture, avec des CDI à la clé et une hiérarchie et la capacité d'aller s'épanouir dans son métier. Donc oui, il manque des gens pour s'installer, il manque des gens pour y travailler. Et voilà, enfin, on a, et je pense, une responsabilité collective sur la rémunération et sur l'installation de jeunes, parce que demain, c'est notre souveraineté alimentaire. Si on n'a personne qui s'installe, si on n'a pas des gens qui s'épanouissent dans leur métier et qui restent installés aussi, hein, parce que la crise de la quarantaine, elle arrive aussi. Alors, j'arrive à 40 ans, c'est peut-être ça, mais à 40 ans, quand on peine à gagner notre vie, qu'on voit des mauvaises images du métier, nous, les responsables, nous, les élus, on doit être présents aussi pour les soutenir, pour que ils restent en place, qu'ils soient heureux et qu'on ait une vraie souveraineté alimentaire. Parce que je vais juste donner l'exemple de ce qu'on a vu ce matin. Enfin, moi, j'adore venir aux mines. Hein. C'est quand on est exploitant et qu'on voit comment ça se passe. Mais je me rends compte qu'il y a un travail énorme sur tout ce qui va être restaurant, alors de qualité, on va dire, supérieure, de tout ce qui va être, même dans les magasins, des bons rayons. Et quand on va voir un peu plus loin, quand on gratte le vernis, sur le minerai, même aux mines, on voit de la viande étrangère. Et là, on a un travail à faire parce que les personnes, et on en a parlé tout à l'heure, c'est les personnes qui vont dans un restaurant routier, ils vont pour le prix. Oublient leurs ambitions environnementales, oublient l'appui aux agriculteurs, et c'est légitime. Ils y vont tous les midis, c'est leur repas, ils ont un créneau à 12 €, et ce qui fait que du coup, on va retrouver dans ces restaurants ouvriers de la viande allemande et du Royaume-Uni par exemple. Et là, on a un travail à faire sur ce minerai aussi, sur cette viande de fond. Mais on y travaille, on y arrivera. Julie, on le voit pour terminer cette rencontre matinale.
On chemine tous ensemble, ça c'est fondamental. De toute façon, la route est longue, mais comme dit l'initié, le principal c'est le chemin, c'est pas le but. Donc on a à faire. On a évoqué beaucoup de choses de passion, d'exigence, le plaisir de tous ces métiers. Hein, on n'a pas pu tous les citer. On a vu l'origine finalement de nos produits. Il y a une équité qui est là, une contribution à notre économie, elle est fondamentale. Ce sont nos enfants demain qui seront à notre place pour parler finalement de ce qui va les nourrir. Moi j'étais ravi d'animer ce tour de table. Hein. On n'avait pas vocation à révolutionner, mais à apporter là, ici et là, nos expériences, nos clins d'œil, nos passions. Et un grand merci, Julie, pour cet accueil au cœur du Mine. On l'a vu avec tous les bruits qui étaient là, parce que c'est un Mine qui bouge. On a fait la solidarité avec le Secours populaire, le carreau des producteurs pour cette agriculture de proximité, ces grossistes qui officient chaque jour. On va pas oublier les belles fleurs que nous avons, parce qu'il y a une activité fleurs qui est importante. Je vais vous laisser le mot de la fin pour remercier tous ceux qui sont venus. On va continuer avec certains invités pour les grignoter et prendre un énième café. Madame la Présidente, j'allais dire un grand merci pour cet accueil. Je vais saluer toute l'équipe d'Amaury Anoto aussi parce qu'ils ont su nous accueillir, nous préparer ce petit coin d'un peu plus de 100 mètres carrés pour installer notre belle caravane ambiance village paysan. Un grand merci. Un grand merci à vous. On est hyper fiers de cet outil-là. Il est au cœur, il est parfois méconnu. Et le fait de l'avoir inauguré il y a 2 ans, on a mesuré l'attrait, y compris populaire, qu'il y avait sur ce Mine. Et il y a plein de travaux collectifs à mener. Donc un grand merci, effectivement. C'est la bonne saison aussi pour que ça reparte. Et puis la réouverture des restaurants est de bon augure aussi. Donc un grand merci à vous pour cette mise en avant et d'avoir démarré votre agri-tour sur ce lieu qui pour nous est emblématique aussi de notre territoire. Il est symbolique pour nous. Merci à vous tous. On remercie Catherine Kérard, François Guillou, Guillaume Lefort, Georges Allais et Mathieu Cosson. Merci à vous tous. Les 18, 19 et 20 juin, participez aux Journées nationales de l'agriculture. 3 jours de visite et d'animation pour découvrir notre patrimoine agricole. Tout le programme sur journée-agriculture.fr.